Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, votre podcast NBA des équipes de The Free Agent. Ça y est, on y est, les playoffs NBA QV 2024 ont démarré. On vient de terminer ce premier week-end de playoffs où on a eu donc les 8 séries, les 4 séries à l'Est et les 4 séries à l'Ouest. Un match de chaque côté, évidemment. Et on va pouvoir discuter un petit peu de ces différents résultats avec mon partenaire de la journée. Alors, mon partenaire de la journée est fan d'une équipe qui a gagné sa série ce week-end, qui joue au Garden, mais pas au Garden habituel du lundi, mais au Madison Square Garden. C'est Yannick. Salut Yannick. Salut Chris, salut à tous, salut à toutes. Bah écoute, oui, j'ai le smile depuis hier, enfin même depuis samedi soir, j'ai le smile. Voilà, que dire. On va en parler, on va vous expliquer un petit peu notre émission du jour là, en Ouais, ce mardi matin pour vous qui nous écoutez. Alors, on est dans une configuration un petit peu particulière, hein, donc il y a eu tous ces matchs 1 qui ont eu lieu donc samedi et dimanche. Là, vous qui nous écoutez, il y aura déjà eu des matchs 2 dans certaines des séries, mais nous, tournant un lundi matin, on n'a pas encore vu ces matchs 2. Donc, nous allons rester sur certains matchs 1 des séries qu'on va aborder, Yannick. exactement. On va débriefer ce premier week-end de playoff. C'est ça. Alors, on va pas nécessairement aborder toutes les séries parce que sinon le podcast risque d'être un petit peu long pour vous, chers auditeurs et auditrices. Mais voilà, avec Yannick, on a décidé d'aborder certains cas particuliers, un Oui, point positif et un point positif pour moi et la même chose pour toi, oui, pour balayer plus globalement 4 séries qui ont eu lieu ce week-end. exactement. Donc on va se lancer. Juste avant, les petits rappels, hein, l'application TFA, le site The Free Agent pour retrouver les articles. Il y a eu plein de previews qui sont sortis. Oui, Vous avez les récaps aussi de la conférence Est, de la conférence Ouest de ce premier week-end qui ont été excellemment écrits par Tom, qu'on salue. ouais. Vous avez plein d'articles là sur la NBA, sur la WNBA aussi dont on va vous parler aussi sur les antennes de The Free Agent. Donc plein de choses. Il y a l'actualité NHL avec les playoffs. Il y a la off-season du côté de la NFL. Oui, Il y a la MLB qui joue aussi. Donc bref, c'est parti. l'actualité des sports US ne s'arrête jamais. Donc allez-y, prenez le train The Free Agent et on est là pour vous accompagner, bien entendu. On y va, Si Yannick? Ouais, Ouais, vas-y, je bien vais sûr. juste dire un truc, c'est que l'équipe de rédaction a fait un boulot énorme depuis le début des playoffs, la rédaction NBA. Donc je voulais juste leur faire un grand coucou et leur dire merci. Ben, t'en fais partie, Chris, et Mm. vous avez fait un gros gros boulot. Donc les gars, super. Non, mais voilà, c'est notre kiff, la NBA. C'est le moment qu'on attend le plus, les playoffs, tu vois. Donc c'est vrai que c'était une grosse semaine, mais en tout cas, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir partager notre passion et de vous Exactement. livrer notre analyse ou en tout cas notre point de vue sur les différents matchs. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast, Yannick. Ouais. Et on va attaquer tout de suite. Tiens, je vais te laisser la main. Un point positif, un point négatif sur une des séries que tu as choisies et on va pouvoir en parler ensemble. Allez, on va commencer par un point positif. Mhm. Pour moi, le gros point positif, j'avais des doutes. Et malgré tout, bah, ils m'ont fait enlever les doutes. C'est OKC Bien. qui confirme, qui confirme. Alors ça a été compliqué, hein, ça n'a pas été tout repos, mais surtout pour moi, la vraie confirmation, c'est SGA, Shai Gilgeous-Alexander, qui amène son équipe, qui la porte sur son dos, avec 28 points, notamment les points de la victoire, et qui les a ramenés tout de suite. Donc pour moi, c'est ça vraiment mon point positif de ce premier week-end. C'est OKC qui confirme tout de suite parce que c'était pas évident face à des Pelicans. Non, c'est clair. Typiquement, ce match-là, on pouvait craindre le côté, pour OKC, ce côté inexpérience. On est numéro un de la conférence Ouest. On est attendu dès ce premier match-là à domicile, en face des Pelicans qui ont rien lâché, hein, qui sont sur une dynamique plutôt positive avec cette victoire lors du play-in là. Et très honnêtement, ils ont rien lâché. Ouais, Ils ont même été devant. Il y a eu pas mal dans le match, beaucoup de passements d'armes entre c'est moi qui mène, c'est toi qui mène, c'est moi qui ouais, mène, etc. Jusqu'au bout, ça a été très serré. Il a fallu, comme tu dis, un SGA qui plante quelques petits paniers décisifs. Un contre aussi de Chet Holmgren dans ouais. les dernières minutes. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est important pour OKC en effet d'avoir pris ce premier match, mais
ils sont prévenus. Les Pelicans viennent pas en victime expiatoire, tu sais, le côté je suis 8e et bon, bah, Ouais. je vais essayer de m'accrocher. Et le score l'a prouvé, 94-92, mais même dans la dynamique, les Pelicans peuvent se dire, bah attends, le match 2, on va y aller, tu vois, et on va le prendre. Ouais, complètement. Alors après, il y a juste une chose, c'est qu'on sait que dans les séries, souvent, le Oui, premier match est accroché. bien Donc, sûr. OKC était en break depuis une semaine. Oui, Milwaukee, New Orleans et les Pelicans, pardon, ont joué 2 matchs de play-in. Donc, eux, ils arrivent remontés, ils n'ont pas coupé. Donc ils vont arriver chauds. Et il y a une chose que j'avais abordée dans le podcast avec Axel dans le week-end, c'est que les Pelicans, dès leur défaite inaugurale contre les Lakers, ils savaient que s'ils se qualifiaient, contre qui ils jouaient. Donc tu vois, c'est le vrai. coaching staff pouvait déjà préparer un plan, un game plan, alors que OKC, eux, ils savaient pas. Alors après, on pourra me dire que OKC étant plus fort, c'est eux qui peuvent imposer ceux qui veulent mettre en place. Mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis le changement aussi de rotation du côté des Pelicans, puisque Zion est out. Donc ça fait quelque chose qui change. Mais vraiment, moi je trouve que j'avais pas de doute sur le leadership de SGA. Oui. Vraiment, j'avais pas. C'est vraiment le go-to guy. Mais je pensais pas qu'il puisse transférer ça de saison régulière à playoff. Et donc, on a un joueur qui est vraiment élite. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que il est on l'a appris dans la soirée qu'il était finaliste, un des 3 finalistes pour Pour le trophée de le, MVP. ouais, le titre de MVP de la saison. C'est ça, avec Nikola Jokic et avec Luka Luka Doncic. Doncic, là, entre les Hitch. Voilà, chez Gilgeous. Exactement. Après, chez Gilgeous, qui est aussi nommé pour le titre de Clutch Player of the Year. Donc, il peut faire un doublé. Compliqué, mais il peut faire un doublé. Oui, tout à fait. Après, je pense que ce serait pas volé. Je sais pas comment seront les votes, donc on va voir. Mais Ouais, bien sûr. je pense que ça peut être plus serré qu'on ne le croit. C'est ça. Oui. Les résultats tombent le 23 avril, quelque chose comme ça. Il y aura une grande soirée sur la chaîne TNT, la chaîne américaine, là, pour remettre un peu les trophées, tout ça, se retrouver entre joueurs NBA, entre coachs, tout ça. Mais en tout cas, ouais, le Thunder, ils ont eu chaud. Ils ont eu le pélican qui est venu leur souffler sur la nuque. Ça doit pas être très, très agréable quand tu vois Ouais. la tête d'un pélican. Mais en tout cas, ils ont fait le boulot. Mais très curieux du match 2, là, Oui. pour voir. Pour voir s'ils vont maintenir le rythme ou si New Orleans peut récupérer l'avantage du parquet. Ben, en fait, le match 2 ça va donner un ton. C'est est-ce que euh, New Orleans revient à égalité et donc relance vraiment la série, ou alors est-ce que le Thunder va vraiment mettre la tête sous l'eau tout de suite? Ça va être un match très très important Ouais, non, et clairement. qui peut donner de la dynamique, parce que ça arrivait souvent que des équipes, même si elles étaient pas très très proches, le premier match est accroché, le deuxième un peu moins, et après ça lâche complètement, parce que je pense que dans la série, le fait que Zion Williamson ne soit pas là, Mm. ça risque d'être Ah, extrêmement compliqué. Ouais. ça va se payer à un moment ou un autre. C'est vrai que la Valanciunas, il fait un gros match, 13 points, 20 rebonds. Oui, dont Donc, 9 offensifs. Hein. c'est ça. Donc, il va peut-être pas pouvoir réaliser autant de perfs. On connaît les ajustements. C'est vrai que on a une tendance, et tu as raison de le rappeler, à faire des conclusions à l'issue des premiers matchs. Oui, Tu vois, on pourra en parler dans d'autres rencontres, même si celui-là, c'était une des rencontres les plus serrées. Il y a d'autres matchs dont on va parler où il y aura peut-être eu un peu plus d'écart ou en tout cas un différentiel plus important. Et voilà, il ne faut pas non plus se dire que la réalité du match 1 sera la réalité de la série. complètement. Donc, mais c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à se dire ah ouais, mais attends, eux ils ont gagné, donc c'est bon, ça va être comme ça pendant 4 matchs. Non, ça marche pas comme ça. Non. Puis, alors, on a parlé des ajustements, et puis après, il y a d'autres facteurs. Un match qui se joue sous les 100 points pour les deux équipes, Oui, voilà, dans le basket moderne, c'est quand même anachronique. Donc, ouais, il y, enfin, il y avait 43 partout à la mi-temps, t'imagines?
C'est Ouais. vraiment un tout petit score, tu vois. On dirait une mi-temps en Betclic Elite, quoi. C'est ça. Donc Non, voilà. mais après, moi, du côté de New Orleans, moi, il y a des joueurs qui sont passés un petit peu au travers. Oui. Enfin, Ouais. et je trouve, mais aussi du côté d'OKC, et on l'avait évoqué quand on avait fait la preview. Mhm. Moi, j'ai peur pour OKC par rapport au jeu intérieur. Et si Valanciunas, alors qu'il a joué que 29 minutes, Ouais. il prend 20 rebonds, 13 points. Alors, est-ce que physiquement il peut faire plus? Je sais pas. Mhm. Mais il prend que 9 shoots. Tu vois, si tu vas à fond sur lui, si tu joues beaucoup plus sur lui, je pense qu'il y a des choses à travailler par rapport à ça. Ah bah, quand tu regardes les deux équipes, l'apport du banc des deux équipes est. Alors, le score est petit, du coup, aussi, Ouais. mais l'apport du banc est pas dingue des deux équipes. Du côté des Pelicans, la rotation était limitée à les 4 joueurs. Bon, Daniel, s'il a joué 3 minutes, il a rien marqué, mais on va dire 3 joueurs. Alvarado, c'est 5 points et une passe. Larry Nance, c'est 8 points, 8 rebonds. Et Najee Marshall, c'est 5 points, 4 rebonds, 4 passes. On n'est pas sur des performances incroyables. Et du côté du Thunder, la rotation est un peu plus grande, mais tu n'as aucun joueur à plus de 6 points. Tu vois. Oui, 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 mais après, on sait qu'en playoff, les coachs réduisent au Bien maximum sûr. les rotations. Mais tu as, Allez, quand même des joueurs qui, toi, du côté du Thunder, ils jouent entre 15 et 20 minutes oui. et on peut attendre un peu plus de scoring, par exemple. Tu vois. Ah, mais complètement. Mais je pense que ça va jouer plus sur des missions défensives. Et Ouais. ce qui va vraiment leur manquer à OKC, c'est de la viande dans la raquette. Parce que si du côté des Pelicans, Des Pelicans, ouais, pardon. tu joues plus grand avec Valanciunas tout en puissance, il n'y a personne pour l'arrêter, quoi. Tu fais faire des fautes à Chet Holmgren d'entrée de jeu, tu lui fais faire 2 fautes dans le premier quart-temps, Mhm. tu peux martyriser à l'intérieur, quoi. Et tu es obligé de jouer petit, du coup. Donc, tu vois, j'ai bien peur que du côté des Pelicans, ce soit ça la tactique pour renverser un peu la dynamique de la Oh. série, parce que voilà. Même si Shai va chercher les points en post-up à l'intérieur, je pense qu'un grand bavard peut faire du mal. Ouais. Et Après, il faut pas. Valanciunas, c'est l'archétype, hein. Ah oui, oui, clairement. Mais en tout cas, ouais, curieux de voir la suite de cette série qui n'aura pas lieu tout de suite. Je regardais un petit peu le calendrier. Si je ne m'abuse, En 3 jours. il ne rejoue que dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc le petit break pour les Pelicans, ils vont être contents de pouvoir souffler un peu après la semaine de play-in. Et pour le Thunder, c'est aussi un calendrier particulier. Tu n'as pas joué pendant 10 jours à la fin de la saison régulière, tu rejoues un match d'une haute intensité, et là, Oui. tu vas pas rejouer pendant encore 3 jours, tu vois, et tu vas devoir remettre aussi après l'influx derrière, donc à observer, tu vois. Ouais, complètement. C'est vrai que dans un calendrier NBA qu'on critique en saison régulière où les équipes peuvent jouer 4 matchs dans la semaine, bah là, tu vas en jouer 2 en 10-12 jours, tu vois. Oui, ben, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a le premier week-end de playoff où toutes les équipes jouent, Ouais. et après, ben, pour la télévision, hein, parce qu'on va pas se leurrer, hein, c'est fait pour ça, ça feuilletonne et ça met comment dire, un peu de rythme pour que toutes les Oui, équipes se oui, rencontrent. c'est ça. Bon, voilà pour cette première série là. C'était la dernière série en plus du week-end là entre Exactement. les Pelicans et le Thunder. Donc on les retrouvera dans la nuit de mercredi à jeudi pour le match 2, toujours du côté du Paycom Center. Alors, moi j'attaque aussi sur le positif, comme ça on sortira après les couteaux pour la deuxième partie de l'émission. Tu Ah, moi, vois, j'étais sur les Martinets. Toi, t'es plus violent que moi. c'est les couteaux. Non, alors moi, c'est vrai que j'en ai parlé sur le Discord. Bah tiens, qu'on vous invite à venir. Ouais. Vous pouvez nous rejoindre sur ce Discord communautaire. Le lien est sur les réseaux sociaux de The Free Agent. Et Venez discuter avec nous. c'est ça. Et discuter en particulier avec les New-Yorkais. Parce que c'est vrai que moi, c'est le point que je voulais aborder en premier dans cet épisode. Et en plus, toi, tu es là, Yannick, donc c'est parfait. Ouais. Tu vas pouvoir nous en parler des Knicks. Mais à l'issue du match là, entre New York et Philadelphie, donc celui-là, il avait lieu samedi soir. C'était un des tout premiers Oui, là. à minuit. Ouais, du coup, oui. Minuit Ouais, pour nous, ouais. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça va. Il était à un horaire respectable. Donc, les Knicks qui accueillaient au Garden donc les Sixers d'un Joel Embiid qui était présent. Questionable, mais présent.
C'est ça, il a même été questionable pendant le match, parce qu'à un moment, il est sorti, on ne savait pas s'il allait revenir, il est revenu. Mais en tout cas, on va pouvoir parler de cette série-là, mais moi, il y a un joueur en particulier que j'ai vraiment adoré, qu'on a vu pendant la saison, c'est pas une révélation non plus, mais il a vraiment marqué de son empreinte, je trouve, ce premier match. C'est Mitchell Robinson. Moi, c'est vraiment... je suis resté regarder le match et tout. Je me dis, bon, ok, tu connais le côté, voilà, le côté new-yorkais, on en a suffisamment parlé. Tu en as beaucoup parlé, Yannick, dans les podcasts, nous aussi. Cette intensité au Garden, cette volonté de vouloir jamais rien lâcher, d'être là sur les ballons, de vraiment taper dans l'adversaire. Mais j'ai trouvé que dans ce premier match de playoff, Robinson, alors les stats, je vais vous les donner, mais on s'en fiche un peu. 8 points, 12 rebonds quand même à prendre. Il en a pris beaucoup en fin de match et 4 blocs. Mais au-delà de ces chiffres-là, parce que parfois, si on ne regarde pas un match, on regarde la fiche de stats, on dit bon, ok, ouais, il a fait 8 points, 12 rebonds, d'accord. Mais en fait, c'est tout son travail de sap qui, moi, m'a vraiment impressionné. Quand on regarde son travail sur Joel Embiid, Joel Embiid, c'est 29 points. Alors, ok, très bien. Mais c'est 8 sur 22. Donc, un pourcentage quand même assez laid pour un intérieur. Alors, on sait Embiid peut shooter à 3 points, mais quand même, 2 sur 8 à 3 points, ouais. Donc, mais ça reste quand même un intérieur, tu vois, Joel Embiid, quoi qu'on en dise. Et il y a eu beaucoup de... Allez revoir le match si vous pouvez, ou les highlights sur YouTube. Beaucoup de moments où tu avais Robinson sur Embiid. Et en fait, Robinson, alors, il manque des centimètres en termes de taille à Embiid. Mais physiquement, c'est quand même un sacré bestiau. Tu vois, le Mitchell, là. Et tu voyais, il lâchait rien contre Embiid. Et du coup, Embiid, il n'a pas pu venir prendre ses petits paniers faciles dans la peinture. Tu vois, il devait aller prendre ses petits shoots là à 3-4 mètres, donc dans la raquette, mais pas nécessairement dans la peinture. Et très contesté. C'est ça. Et on sait, donc déjà la contestation. Et en plus, c'est des tirs, des shoots avec des pourcentages de réussite plus faibles. Ça paraît logique, tu t'éloignes du panier, tu marques moins souvent. Et donc ça, c'est typiquement le genre de confrontation. En tout cas, tu te dis, ok, tu sais qu'Embiid, il va aller nous planter des points. Tu sais que c'est le gros joueur et le facteur clé pour les Sixers quand il est en forme. Et on va se poser des questions sur Embiid qui est questionable pour le match 2. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que l'impact défensif d'Enix globalement, mais de Robinson a vraiment été marquante. Et on voit que Thibodeau l'a vu, parce que quand on regarde un petit peu sur la durée de jeu, Robinson, il a joué 30 minutes. Hartenstein, il a joué 17 minutes. Alors, les apports sont différents. Mais moi, je voulais vraiment saluer le travail de l'ombre, entre guillemets, de Robinson, qui a vraiment gêné, pour être poli, Embiid. Et après, ça reste un travail collectif. Et j'ai vraiment adoré... plus globalement, le travail de cette équipe de New York. Et ce que j'ai aimé, après je te laisserai la main dessus, Yannick, c'est on a vu un Brunson qui a fini à 22 points, si je ne m'abuse. Il n'a pas claqué une perf incroyable, mais il y a des solutions alternatives du côté de New York. C'est ça qui m'a plu. Josh Hart, McBride, qui a pris feu. Et tu te dis, voilà, on n'est pas obligé d'attendre d'un Brunson à 38-40 points parce que Randle n'est pas là pour aller gagner. Non, tu peux avoir un Brunson qui est un peu moins dedans ou en tout cas qui marque moins de points, mais trouver d'autres joueurs, ce ne sera peut-être pas les mêmes joueurs tous les soirs, mais qui vont aller marquer les points qu'il faut. Josh Hart en fin de match, il a été incroyable. Donc vraiment beaucoup apprécié cette équipe de New York dans l'ensemble et Robinson en particulier. Franchement, limite, si j'avais un store NBA à côté de chez moi, j'aurais peut-être le maillot aujourd'hui à la maison, tu vois. Mais j'ai pas de store NBA à la maison, donc je peux pas. C'est dommage. Bon. Ça se commande sur Internet. Hein, peut-être, on verra. Ouais, je plus sois forcément. Donc, on en parlait un petit peu en off. Ça fait du bien. On avait un peu la pression parce que c'est toujours un premier match, c'est toujours face à des adversaires de division, une équipe qui est compliquée à jouer, qui est tenace. Et tu as parlé de Joel Embiid. Moi, quand j'ai vu qu'il était coaché de ball, je me suis dit c'est du bluff. En fait, non. Et c'est ce matin, j'étais en train de regarder les réseaux sociaux. Et du côté de Philadelphie, ça commence à gueuler sur Embiid parce que quand tu es grand comme ça, tu tentes pas des choses parce qu'il s'est reblessé sur le genou. Quand il s'est fait son alley-oop un peu tout seul, là, il envoie le ballon sur la planche et il retombe assez mal. Hein. Et c'est lui, en fait. Oui, tout seul. Et en fait, tu vois, c'est le manque de respect, ça, pour l'adversaire, en fait. Parce que tu sais que. Et plus que le manque de respect, c'est le manque de solution parce que c'était de la frustration. Et je suis d'accord avec toi, notre Mitch national, il est fait pour ce genre de joute. Alors, il a été blessé une grosse partie de la saison. Et je trouve que quand il est revenu, maintenant, il est revenu plus costaud.
notamment en haut du corps, et que c'est le type de joueur qui lui convient, Joel Embiid, parce qu'il va aller au post-up. Et un joueur qui s'écarte trop, même si Joel Embiid va souvent chercher la balle loin dans la raquette, voire même à l'extérieur derrière la ligne à 3 points, tu peux prendre le pari parce que voilà, tu lui dis vas-y, moi par des shoots. Après, quand il est venu à l'intérieur, parce que pour aller chercher ses points, et comme il fait d'habitude, Joel Embiid, c'est-à-dire jouer quand il a la balle en poste bas, il veut pas aller au panier, il veut faire des fautes à l'adversaire pour aller au lancer franc. Oui. Et il a eu 12 lancers francs. Il a fait un 11 sur 12 au lancer, ce qui sauve son nombre de points. Oui. Mais justement, il y a eu la viande en face pour le GD par rapport à ça. Et c'est vrai que Mitchell Robinson a fait un match fabuleux. Et sur ses rebonds qu'il prend, il y en a 7 qui sont offensifs. Sur 12 rebonds qu'il prend, c'est 7 qui sont offensifs. C'est en début de saison, avant qu'il se blesse, c'était l'équipe qui prenait le plus de rebonds offensifs, et c'était Mitch qui allait prendre les rebonds. Donc ça veut dire qu'il a vraiment dominé sur cette partie. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. S'il continue sur ce train-là à dominer physiquement, j'ai envie de dire Joel Embiid, une grosse partie de la série va se jouer là. Et pour revenir à ta deuxième partie de la présentation, oui, Jalen Brunson n'est pas obligé de marquer 40 points pour gagner des matchs. Mais ça, on le savait. Et je pense que c'est un bon rappel. Et que derrière, effectivement, il y a eu des joueurs qui ont émergé. On savait qu'ils étaient là. Il y en a aussi qui n'ont pas joué, qui pourront apporter par la suite. Je pense à Precious, à Chihuahua, qui va pouvoir en rotation venir mettre de la densité. Mais pour revenir aux Knicks, au global, ce qui fait vraiment plaisir, c'est l'intensité. Exactement. J'allais venir vers là avec toi aussi, ouais. Et dans une équipe qui pendant 20 ans a manqué d'intensité, vraiment, c'est ce qui manquait. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas la chance d'aller à New York, mais que la ville se réidentifie à cette équipe par sa dureté. Ok. Tu vois, j'écoutais un podcast dans la semaine, complètement autre que le basket, qui parlait de New York, et que c'est la ville où qui est dure, qui te broie. Et donc, il faut que tu sois fort. Et si l'équipe de basket est forte et dure, se base sur tous les ballons, et chaque point que tu marques contre les Knicks, c'est pas donné en fait. Tu dois le gagner. Et ça, le Madison Square Garden et la ville en général se reconnaît dans cette équipe. Non, oui, mais je te rejoins complètement sur cet aspect-là. Et la question qu'on peut poser à partir de cette intensité-là, si on part du principe que New York va l'avoir, en tout cas déjà sur le match 2, sur lequel vous, auditeurs, auditrices, vous aurez déjà le résultat quand vous nous écouterez. Mais en tout cas, nous, la question qu'on peut se poser, moi, c'est comment Philadelphie, parce qu'on a beaucoup parlé de New York, comment Philadelphie va pouvoir tenir sur cette intensité-là. Alors déjà peut-être sur le match 2 qui aura lieu au Garden, et sur la suite, match 3, match 4, au moins à Philly. Après, on sait qu'à domicile extérieur, les choses peuvent changer. Oui. Mais les New-Yorkais, ils vont pas arriver à Philadelphie les mains dans les poches non plus. Ils vont vouloir quand même aussi avoir ce travail besogneux, ce travail d'intensité. Et quand on a un Joel Embiid qui reste l'axe fort de ton équipe, on ne sait pas combien de pourcents il est. On a vu en cours de match, tu en as suffisamment parlé avec sa blessure là, sur ce geste assez sur lequel on peut se poser question. En tout cas, cette action, il revient, mais sa performance n'est pas dingue. Mais autour de Embiid, quand on regarde, alors sur le match 1, Maxi fait ses stats. Je sais ce que tu vas dire. Oui, on en a parlé ensemble, mais j'y viens gentiment. Maxi, 33 points, très bien. Kylori, j'ai bien apprécié, 18 points en vieux loup stick, là, aller planter quelques petits points. Il fait un 4 sur 7 longue distance.
les Ouais. paniers qui font plaisir pour les Sixers. Tu vois, 18 points de Kyle Lowry, tu les auras pas tous les soirs, donc tu les prends. Oui. Mais tu sais vers qui je veux aller. Oui. Toby, tu vois. Tobias Alors, Harris. moi, j'ai juste un truc à dire sur Kyle Lowry. Ouais. Alors, il y a quelque chose sur lequel on insiste pas assez. Mais il vient de quelle fac? Ouais, ça, j'ai pas. Là, je l'ai pas. Villanova. Ok. Il a fait toutes ses études à Villanova. Et qui en face a été à Villanova? Jalen Brunson, euh, Josh Hart, Dante DiVincenzo. Donc, si tu veux, il y a cette petite rivalité. Donc, tu vois, il y a l'orgueil du champion. Donc, lui, il va Ouais. vouloir montrer aux jeunes de Villanova. Et les gars, j'en ai encore sous la semelle. D'ailleurs, pardon, Josh Hart a mis en conférence de presse, en a parlé en disant c'est comme un grand frère pour moi, il a été champion, il nous montre la route, ce qu'il faut faire pour devenir un grand pro. Mais bon, tant qu'il n'y en a pas un qui est passé aujourd'hui, on s'en fout, on se bat quoi. Bah oui, évidemment, évidemment. Mais oui, non, Kyle Lowry, c'est clair, voilà, t'es content, il a joué quoi, 38 minutes, les 18 points, tu les prends tous les jours. Mais voilà, moi, Tobias Harris, on en a parlé, je crois, quand on avait fait la Ouais. preview ensemble de cette série. Moi, j'en attends plus grand-chose de ce joueur-là, mais j'arrive quand même presque à être déçu à chaque fois de son manque de performance. Ouais, mais Tu joues une demi-heure, tu marques 7 points, Yannick. oui, non, mais je sais, mais il a eu que 7 ballons, enfin que 7 shoots. Donc Ah tu oui, vois. mais bon, au bout d'un moment, on va les chercher aussi. Tu vois, si tu vois que les ballons viennent pas vers toi, fais en sorte Alors de. là-dessus, ça dépend aussi de quel est le game plan du coach. Tu vois, est-ce que quand tu vois que déjà il y a 48 shoots qui sont donnés à Embiid et Maxi, bah après tu prends que les miettes, tu vois. Oui, 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 oui. Non, mais ça, j'entends, mais ouais, bah, tu prends que Bah, 7 shoots, tu mets que 25% de tes shoots à 3 points, c'est pas suffisant. T'es pas un joueur de rotation, tu vois. Je sais pas non. combien il est payé, Tobias Harris, j'ai Ah pas bah les. c'est 37 millions, je crois, un truc comme Et ça. bah voilà, donc 37 millions, je veux bien que Nick Nurse t'ait peut-être pas mis en option 1 ou 2 de ton game plan, mais tu peux pas être à 1 sur 4 à 3 points, à 7 points en 30 minutes dans un match 1 avec un Embiid en plus qui a été absent pendant quelques minutes dans le match et sur lequel bah, tu sais que le physique il est pas à 100%, tu vois. Non, mais je sais, je l'entends. Après, moi, je pense que on est dans le game plan, il est pas mis en avant. Donc, je Je sais pas. c'est une énigme, Tobias Harris. C'est une énigme. Après, il paye, il paye le fait qu'il a été choisi au détriment de Jimmy Butler, qu'il ait eu un méga contrat. On lui a pas mis un flingue sur la tempe pour le signer. On lui a donné. Mais tu vois, typiquement, c'est le joueur, moi, qui me fait peur parce que, tu vois, sur un ajustement, ben, tu vois, comment tu fais pour, s'il commence à marquer beaucoup plus de points, avoir plus de ballons, comment ça se passe, quoi? Ok. Ouais, ouais. Moi, j'ai des gros doutes quand même. Tu vois, même. Tu vois, je pars du principe que même si par exemple Embiid devait être absent, alors sur le game 2, nous, on n'a pas l'info, même pour plus tard dans la série. Ouais. Est-ce que cependant. Alors oui, il va peut-être être un peu plus que 7 points, évidemment, mais est-ce qu'à côté de ça, il va arriver à la vingtaine de points? Franchement, j'y mettrais pas ma maison, tu vois. Non, mais peut-être pas une vingtaine de points, mais qui marque 15, enfin, c'est 15-17 points, c'est déjà pas mal. Et, Ouais, mais t'as l'impression que sa carrière, c'est ça en fait. C'est 13-15 points depuis. Tu vois, je grossis le trait, hein, oui, volontairement. j'ai bien Mais compris. t'as l'impression que c'est quand même ça sa carrière, tu vois. Ouais, mais, enfin, Au bout d'un moment, t'es à 37 millions d'années, tu vois. oui, 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 bah, quand tu vois certains qui, Oui, oui, on pourrait en trouver plein, des joueurs qui sont alors, surpayés, j'en sais rien, comme tu dis, on l'a pas forcé à signer non plus, tu vois, mais mais un joueur NBA quand même, enfin, faut remettre dans le contexte, tu vois. 17 points, marquer 17 points de moyenne en NBA, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. non, mais Tu vois, bref. je pourrais te citer des joueurs qui ont été attendus à ce niveau-là et qui ne les ont jamais eu, hein. C'est toi qui disais, en parlant, pardon, on fait une digression, mais je me souviens dans un pod qui m'avait, j'avais eu très mal au cœur quand tu avais dit ça. Vous parliez de LeBron James qui était à plus de 20 points de moyenne en carrière. Tu dis oui, mais c'est pas compliqué, il faut marquer 5 points par carton. Bah, Oui, regarde, Tobias Harris, bah, voilà. oui, mais Et, c'est pas une option 1, non, je sais. voilà, c'est pas pareil.
Alors non, ce que je disais, c'est que en fait, je reprenais Oui. un podcast qui est extrêmement drôle, c'est Up and Smoke. C'est Stephen Jackson et Matt Barnes qui invitent des joueurs NBA. Ils avaient invité Mitch Richmond, qui est une légende des années 90, et qui disait Mitch Richmond, qui a toujours joué quasiment pour des équipes qui jouaient rien en fait. Donc il était à Golden State du temps où Golden State était marqué 140 points, mais en prenait 150 avec Don Nelson. Et après, il a joué donc à Sacramento. Il a été échangé à Sacramento quand c'était au fond du gouffre. Et après, il a été échangé contre Chris Webber. Et il est parti à Washington. Et toute sa carrière, il était All-Star. Il marquait 20 points et quelques. Et il allait voir les joueurs en disant écoute, c'est simple, tu vas en post-up. Tu prends 2 post-up par carton, tu marques dessus, et après, tu prends un lancer franc par-ci par-là, et tu fais ça à chaque carton. Ouais. Ça y est, t'as 20 Arrive points. à tes 5, oui, à tes En 5 fait, points. c'était plus par rapport à la construction de ton match. Oui, non, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais oui. Mais Bon, en tout cas, voilà. Question, ok, on va continuer à se poser des questions autour de Tobias Harris, en tout cas de mon côté, et on attend de voir ce que ça va donner dans la suite de cette série. Donc le match 2 donc, aura eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, donc vous aurez le résultat, vous saurez si Philadelphie a égalisé ou si New York a fait le break, a pris les devants, avant d'aller du côté de Philly, mais série qu'on va continuer à suivre, bien entendu Yannick. Exactement. Bon, allez, on va passer au négatif. Là, on est déjà à plus de 30 minutes, donc on va essayer d'accélérer un peu. de condenser un peu nos aspects négatifs pour laisser un peu de temps aussi à nos auditeurs, auditrices. Oui, mais on a parlé des Knicks, alors forcément, je parle beaucoup sur eux. On aurait dû préciser au début qu'il fallait que les gens prennent au moins 1 heure de leur temps pour nous écouter. Après, l'avantage des podcasts, c'est qu'on peut couper, on peut revenir. Exactement. Ça, c'est cool. Bon, bref, aspect négatif. Yannick, sur quoi tu veux te lancer? Alors moi, il y a une équipe qui m'a extrêmement déçu. Ouais. Et moi, je pensais vraiment à un rebond parce qu'il y a vraiment tellement de talent. C'est Phoenix. Ok, ils ont pris un éclat et ils vont revenir. Hein, faut pas se leurrer. Mais j'ai envie de jurer en fait. Tu vois. Mais c'est pas possible. T'as un des meilleurs joueurs all-time et derrière, ça s'en mange pas quoi. Donc Phoenix qui marque 95 points. Alors ok, faut donner du crédit du côté de Minnesota et on va le faire. Mais c'est pas possible quoi. T'as 31 points de KD. Derrière, Devin Booker fait un 5 sur 16, il marque 18 points. Bradley Beal, 15 points, il prend 10 shoots dans le match. C'est pas possible. Et puis derrière, Grayson Allen, il met aucun panier, il marque que sur leur franc. Fantomatique. Nurkic, Nurkic doit tout faire pour embêter Gobert sur cette série. Mais il le fait pas. Et alors le banc, c'est catastrophique. À part Royce O'Neal, t'as 2 joueurs qui marquent 2 points, quoi. Ouais, là, oui. Après, sur le banc, quand on regarde, il y a 5 joueurs qui sont à plus de 3 minutes, mais c'était en garbage time, là, donc on va pas les compter. Et ouais, mais tu vois, et voilà, il marque en garbage time des points. Ouais. Mais c'est pas possible. Enfin, quand c'est Phoenix, je suis désolé, quand t'as des talents comme KD, David Booker et Bradley Beal, et dans une moindre mesure Grayson Allen et Nurkic, parce que Nurkic, pour moi, c'est un joueur talentueux. Oui. C'est pas normal de se prendre une fessée comme ça. Alors après, ok, tu peux rendre les armes en disant, ok, on laisse passer ce match, allez, on leur laisse, et on revient au match 2 avec un game plan. On a essayé 2-3 trucs bien cachés dans le match pour voir si ça marchait, et on le fait au match suivant. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas possible, quoi. Quand t'as un jeu... Enfin, il n'y a que Kevin Durant qui fait son match, quoi. Il fait un bon match en plus, 11 sur 17, il met 2 sur 2 à 3 points, donc il plante tout, mais voilà. Mais c'est vrai que le plus-minus, c'est vraiment horrible. Tu vois, Durant, il est à moins 20, Booker, il est à moins 15, Bradley Beal. En fait, voilà, dans le 5 de départ, voilà, c'est exactement mais ça. Oui, même après, ouais. C'est pas possible. Et les pertes de balles, tu vois, regarde, quand tu cumules Kevin Durant, c'est 5 pertes de balles, Nurkic Challenge, c'est 2 chacun, donc tu es déjà à 9, Booker, c'est 1, et Bill, c'est 1, donc tu es à 11 pertes de balles dans le 5 de départ. C'est pas trop. Possible. Bah oui, c'est trop. Complètement, ça fait 15 au total.
Ouais, voilà. Tu Donc, peux pas. Tu peux pas gagner un match comme ça. En face, ils en ont tac, 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 14. Tu vois. 14. Ouais, bon, Ça c'est pas non plus incroyable, ça mais s'équilibre. Mais après, sur le nombre, après, derrière, le problème, c'est que tu n'as que 16 passes décisives. c'est ça. Oui, Donc ça veut dire que, ok, tu perds des balles, mais tu crées pas. Ça va être, donc ça veut dire que c'est de l'isolation. Mmh mh. Ouais, tu un Et déf on sait très bien que l'isolation, ça marche en fin de match, mais tout un match, ça marche pas. Oui, mais après l'isolation, c'est beaucoup, c'est ce que Phoenix a fait pendant, une bonne partie de la saison régulière, parce que tu Oui. parlais des joueurs de talent. Donc c'est peut-être aussi que tout à l'heure, tu parlais du game plan, tout ça là, Ouais. pour une autre équipe. Bah, peut-être que le game plan de Frank Vogel, en fait, le livre, il est pas très épais en termes de tactique. C'est, bon, bah, vas-y KD, avec ton talent, tu vas nous planter tes 30 points. Devin Booker, tu vas nous planter tes 25-30 points si tu es chaud, et si tu as pas l'adresse, bon, bah, ça reviendra le match d'après. Ouais. Et Bradley, Et Bradley Beal aussi, même si Bradley Beal, on a vu que là, cette année, on en avait parlé dans la preview, il apportait autre chose. Mais tu as cette impression, en tout cas pendant la saison régulière, que Phoenix, bah, les plans tactiques n'étaient pas non plus incroyables. Et quand tu as une défense comme Minnesota, qu'on a félicité, et pour des bonnes raisons, qui a le premier defensive rating de la saison régulière, et qui l'a montré là, dans cette série-là, tu l'as dit, seulement 95 points encaissés, et la bataille du rebond, c'est même plus qu'elle a été dominée, c'est qu'elle a été outrageusement dominée par les Wolves, 59-34. Il y a 25 rebonds d'écart, tu vois. C'est juste, c'est énorme. Donc la défense des Wolves a fait le job, et le talent des Suns, excepté Durant, et ben, il n'a pas brillé. Donc, bon, bah, le résultat, tu perds, tu vois. Et tu perds logiquement. Enfin, ah mais pour moi, c'est comme ça que je vois la lecture de ce match-là, tu vois. mais ouais, complètement. Mais ça n'empêche que je suis Bien sûr. extrêmement déçu de cette prestation. Mhm. Voilà. Après, il faut quand même remettre du crédit du côté des Timberwolves, Mhm. parce que moi, cette match-up, c'est un nid 3-6 à upset. Tu vois. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient, tu vois, qu'ils auraient pu être mous du genou, puis finalement non. Quand tu vois Anthony Edwards, on peut que. Alors, tu vois, j'ai hésité à le mettre en point positif, Anthony Edwards, mais fallait bien choisir. Et Ouais. comme on voulait parler de cette série, malgré tout, moi je trouve que Anthony Edwards, il confirme quoi. Ah bah, Un peu comme Shai tout à l'heure quand on a parlé de Casey. ouais. Moi j'étais très sceptique quand il arrivait en NBA, Anthony Edwards. Mhm. Mais le gars, il a pris l'équipe, quoi. Il a Ah ben, dit, oui, c'est ça. il a été voir Kat. Bon, écoute, Kat, t'es bien gentil. Tu vas aller manger tes croquettes, mon petit chat. Et puis, allez, c'est moi qui prend l'équipe. Et il le fait, quoi. Il tient l'équipe sur son dos. Et là, quand il a fallu aller chercher des points, il y était. Il a été clutch. Il a chambré Kevin Durant. Ah bah, il y a une vidéo qui a tourné dans le week-end, là, le compte TFA l'a retweeté ce week-end, Ouais. où on voit, oui, Edwards qui plante un 3 énorme sur la tête de KD. Typiquement, ce qu'a fait KD pendant toute sa carrière. Rappelle-toi l'époque Oui, des finales contre les Warriors, t'as l'impression que c'était les mêmes 3 points, là, tu sais, quand il exactement. avance, il s'arrête, il te plante un dagger, et il le chambre. Et KD, elle l'a dit en conférence de presse, il a compris, tu vois, il n'est pas rentré. Le mec, c'est un gamin, il est rentré dans la zone, il était chaud, et il a besoin de trash talker. C'est comme ça il- Et qui met du carburant dans sa propre voiture, tu vois. Mais non, Anthony Edwards, ouais, c'est une confirmation incroyable. Et ce mec-là, on va en entendre parler, on va très certainement parler pendant de nombreuses années, hein. complètement. Phénomène, phénomène. Complètement. Et côté Cocorico, Mhm. quand j'avais fait la preview, je sais plus si on était ensemble pour Moi, cette je preview. crois, je crois. J'avais parlé du match tactique sur Gobert. Mhm. Rudy Gobert, il prend que 6 shoots, hein. Et il va quand même marquer 14 points. Donc il fait un 4 sur 6 au shoot. Ouais. Mais surtout, il va aller chercher les points au lancer franc. Ah, 6 Donc, sur 7, hein. donc il punit en fait. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est lui donner la balle pour punir. Donc ok, il va marquer des points parce qu'il est près du cercle, mais il va surtout chercher des fautes. Et c'est important parce que du coup, ça fait monter les compteurs de fautes en face. Oui. Et tu vois, typiquement,
typiquement, quand tu es Phoenix, tu veux pas que Gobert te marque des points. Tu veux qu'il soit sur le terrain ou le sortir Ouais. parce que faut. Mais s'il marque, s'il est en double-double, même si 14 points, c'est pas énorme, mais c'est des points que tu veux pas en fait. Non, c'est clair. C'est clair. Ben, on en parlait juste dans la preview des deux côtés du terrain pour Gobert. Comment la défense de Minnesota allait s'adapter au côté. C'était pas une bonne match-up pour et ça l'est toujours pas parce qu'on est que sur un match et donc on fait pas de conclusion. Mais Ouais. cette défense intérieure de Minnesota, c'est pas la meilleure match-up de jouer contre les fous furieux de Phoenix qui peuvent planter à 3 points de partout là. Et pourtant Gobert a fait son boulot. Et de l'autre côté du terrain, comme tu dis, il a eu de l'apport. Il a montré des belles choses, donc le cocorico est mérité pour notre Rudy national là. Peut-être en passe pour un 4e titre de Deepoy, vu qu'il est dans la liste des nommés. Il y a 2 Français, c'est quand même incroyable avec Victor. Ouais. Là, tu te dis c'est historique. Et puis Bam Adebayo. Bam Adebayo pour compléter le podium, mais voilà. Alors bon, on va pas parler tout de suite de Bam Adebayo, on va pas le détruire tout de suite, mais quand tu vois que lui est nommé pour le Deepoy, tu te dis, enfin voilà quoi. Bref. En tout cas, on sait que le trophée n'ira pas, Bam. Donc, bah moi, on peut jurer de rien avec la NBA, oui. mais voilà, moi je trouve que c'est un bon défenseur, mais pas le. Bon, t'aurais mis un autre nom sur la liste. Ouais. Bon, mais en tout cas, ouais, voilà. Donc Rudy, très bon match, là, 14-16. Edwards, on en a parlé, là, le talent à l'état brut, 33 points et des shoots dingues. Karl Anthony Towns qui fait son match, 19 points, 7 rebonds, le pourcentage n'est pas horrible, il prend que 9 shoots. Donc Ouais, il y a une marge. Il y a une marge de progression pour cette équipe de Minnesota qui est intéressante. Mike Conley qui en shoot passe à travers. Oui, par contre, là, oui, 2 sur 12, va falloir rectifier un petit peu le tir. Ouais. Mais lui, c'est pareil. Lui, il va pas passer au travers et puis il fait jouer l'équipe. Donc, si tu veux, une équipe qui a fait le taf. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que voilà, qui reste là, qui prend le premier match, il le fallait. Mais on sait très bien que Phoenix peut revenir avec d'autres ambitions. Il suffit que Booker soit un petit peu plus adroit, un Nurkic un petit peu plus important, une rotation ça fait beaucoup de considérations. Mais on sait que Phoenix peut aussi, sur le talent, t'en parlais tout à l'heure, aller te claquer une perf incroyable et te dire, bon ok, il y a un partout à l'issue des 2 matchs, on arrive à Phoenix, balle au centre. Donc il va falloir observer ça. Le match, tiens, ce sera quand Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi, 1h30 du matin, le match 2 entre Phoenix et Minnesota. Donc on pourra suivre tout ça avec grande attention. Ouais, J'ai hâte de voir la suite. Ouais. J'ai hâte de voir la suite Oui. de cette série. Oh, bah, de toute façon, dans quasiment toutes les séries. Il y en a quelques-unes. Bon, bah, peut-être que celle dont on n'abordera pas, c'est peut-être qu'on a moins d'intérêt. Peut-être, ou parce qu'on n'a aussi pas le temps. Mais pour certaines, il y a peut-être un petit manque d'intérêt, mais qui peut aussi venir au fur et à mesure. Qui peut venir au fur et à mesure de la série, sait-on jamais. Ouais, c'est ça. Bon, dernière équipe dont on va parler, dernière série en tout cas dans ce podcast, c'est autour de la confrontation entre le 2e et le 7e de la conférence Ouest, entre Denver, le champion en titre, et les Los Angeles Lakers qui étaient sortis du play-in là. Oui. La victoire de Denver. Oui. Moi, le cas que je voulais aborder, alors juste je reprends le score, je ne l'ai pas le score. 114-103. Merci beaucoup. Le cas que je voulais aborder pour parler de cette série et pour introduire cette série, c'est le cas d'Angelo Russell. Oui. Il y a un article de The Athletic que je vous invite à aller lire si vous avez l'abonnement à ce très très bon site américain sur les sports américains majoritairement, mais sur aussi le soccer, sur plein de choses. Donc très très bon site. Et donc il y a un article sur ce match 1 des Lakers et dans un des paragraphes, il parle de D'Lo. Et c'est vrai que, prenons un petit peu les chiffres. D'Angelo Russell, c'est 13 points sur le match, 3 passes. Il termine à 6 sur 20 avec 1 sur 9 à 3 points. Alors, quand on décortique un petit peu la fiche de stats, en fait, on a 2 visages de Russell et c'est la caricature de ce qu'il a été durant la saison, de mon point de vue. Il commence très fort, D'Angelo Russell, il est à 3 sur 4. Tu te dis, ok. C'est le grand soir. Il a pris le match du bon bout. Ça va être le bon D'Angelo Russell qui va permettre à des Lakers
avec en plus un AD et un LeBron en forme, on en parlera, de pouvoir, pourquoi pas, aller embêter cette équipe de Denver dans une dynamique où les Lakers sortent du play-in, ils sont sur on en a parlé tout à l'heure, le côté t'as pas joué pendant 10 jours d'un côté et de l'autre l'équipe qui sort sur la vague du succès. Et après, le trou noir, extinction des lumières, il termine à 3 sur 16. Comme il est à 6 sur 20, s'il démarre à 3 sur 4, mathématiquement, il est à 3 sur 16. Et là, tu te dis, OK, on retrouve le D'Angelo Russell qu'on ne veut pas voir du côté des Lakers, celui qui ne va rien t'apporter du tout, et celui qu'on avait vu lors des finales de conférence de l'année dernière. Ouais. Quand les Nuggets ont sweepé les Lakers 4-0, D'Angelo Russell avait été catastrophique. Il avait sa moyenne de points sur les finales de conf l'année dernière, c'était 6,2 points. Il était à 32% au tir, il était à 13% à 3 points. Il avait été benché sur le 4e match. Bref, du Dilo abominable. Et là, en fait, on a l'impression qu'il est retombé dans ses travers parce qu'on va apporter du crédit aussi à la défense des Nuggets, évidemment. Complètement. Mais tu ne peux pas avoir un joueur tel que Russell qui est ta 3e arme offensive ou 3 bis avec Austin Reeves, allez si vous voulez, qui est sur des stats comme ça et sur une dynamique de match aussi mauvaise. Tu vois, tu commences bien et après tu t'éteins complètement, c'est pas possible. À la limite, si tu n'arrives pas à marquer, tu fais des passes. Ouais. Mais non, t'en fais 3, donc c'est pas non plus acceptable. Et après je te laisse la main. Ouais. Moi, ce qui m'embête encore plus pour cette équipe des Lakers, on en parlait juste avant avec toi Yannick en off, c'est l'impression que ça a donné en fait en regardant le match. Je sais pas si vous qui nous écoutez avez eu la même impression, mais moi en regardant le match, je me dis ok, les Lakers sont dedans au début du match, c'est intéressant, pourquoi pas aller arracher l'avantage du terrain, créer la petite surprise. Mais en deuxième mi-temps, non. Denver, ils ont dit non, les gars, c'est bon, vous allez laisser un peu jouer, maintenant on va reprendre le dessus. Et en fait, tu as cette impression d'avoir des Lakers qui sont déjà en pleine vitesse, ou en tout cas qui sont allés à 80-85% de leur capacité, alors qu'en face, tu as une équipe de Denver, bon, le pourcentage, vous mettez celui que vous voulez, mais qui est peut-être à 25-30%, tu vois, et qui commence un peu en mode de chill, et qui va se dire, bon allez, les Lakers là, avec la défaite, c'est 9-0 hein, sur les confrontations. Ouais. 4-0 l'année dernière, il y a eu 3-0 en saison régulière ou 4-0, plus là le match de ce week-end. Donc Denver, ils rigolent, tu vois. Ils sont à moins de 50% de leur capacité, ils démarrent tranquillement, et voilà, quand ils appuient juste un tout petit peu sur l'accélérateur et qu'ils passent la 3e, bon bah c'est bon, on va dérouler. Et avec pourtant un Anthony Davis, un LeBron James cumulé, c'est 59 points, 20 rebonds, 13 passes et 5 contres. Oui. Bah ouais, mais tu te dis, LeBron a fait son match, AD a fait son match, mais à côté de ça, autour, ça marche pas. Et pour moi, Russell, on est malheureusement l'illustration, encore une fois, contre la même équipe. Et là, ça commence vraiment à poser question. Et donc, et là je terminerai vraiment, autour du coaching, autour de Darvin Ham, quels ajustements, est-ce qu'il va être en possibilité, en capacité de dire, bah non, bah Dilo, là encore ce soir, tu réussis pas, donc tu vas sur le banc, tu vois. Alors, moi, il y a plusieurs choses, j'entends ce que tu dis. Premièrement, je pense que le match-up face à Denver lui est pas favorable. Pourquoi ? Parce que KCP, c'est un défenseur sous-coté, mais il lui réussit pas. Première chose. Deuxièmement, D'Angelo Russell, il y a toujours eu un positionnement un peu compliqué depuis la fac. Moi, je l'avais vu chez les Buckeyes d'Ohio State. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un vrai meneur ? Est-ce que c'est un combo ? Est-ce que c'est un deuxième arrière ? En NBA, c'est un vrai problème. Et là, il joue meneur. Donc, j'entends. Tu as parlé du nombre de passes. Et c'est pas du tout un créateur. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. C'est plutôt un finisseur. Et effectivement, quand ça rentre pas, ça dérègle complètement son jeu. A contrario, et je vais faire l'avocat du diable, parce que je suis assez d'accord avec toi, c'est le seul joueur des Lakers qui est en plus-minus. Positif. Il est à plus 2. Tous les autres sont en négatif. Oui, et un gros négatif. On est sur du moins 10, moins 12, c'est sérieux. Tu vois. Voilà. Donc, tu vois, c'est le seul qui est en positif, qui est à plus 2. Donc, c'est ça qui est paradoxal. C'est un joueur qui est paradoxal complètement D'Angelo Russell. Mais c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la boussole des Lakers
depuis qu'il est revenu. Ouais. Où c'est un joueur qui, quand il va être bon, va faire passer un niveau à cette équipe, mais en face, quand ils arrivent à résoudre l'équation d'Angelo Russell, comme là, Mike Malone, Malone, ouais. il a la clé pour battre D'Angelo Russell. Il l'avait déjà l'année dernière. On a donné Voilà, les chiffres. Donc, il a le mojo face à eux. Donc, du coup, que faire? Alors, tu peux le sortir, mettre Spencer Dinwiddie peut-être? Bah, pourquoi pas? On sait que Dinwiddie va être limité et qu'il va aller essayer de te planter des points, que défensivement, ça va Ouais. pas être non plus la dinguerie, mais bon. Juste une chose sur le match, 0 shoot, 2 prix. Ouais, après, il a joué 13 minutes. Tu peux aussi tenter, pourquoi pas. Après, la rotation est limitée du côté des Lakers et il a peu joué cette saison, mais tu peux tenter Gabe Vincent, qui peut, pourquoi pas, sur quelques minutes, apporter des choses. Pourquoi pas, Oui, tu vois? oui, complètement sur le poste de meneur. Mais pour moi, ça s'entend complètement. Voir un match-up, enfin un line-up avec Russell et un des deux que tu viens de citer. Parce que Austin Reeves, tu sais qu'il va te marquer des points, mais tu sais qu'il va t'en coûter. Oui. Ah bah oui, On clairement. peut pas dire que c'est le meilleur défenseur c'est pas le meilleur défenseur de l'année. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à faire et tu as mis le doigt dessus. Les Lakers, tant qu'ils n'auront pas un coach avec de la poigne et maître tacticien, ça va être extrêmement compliqué. Mike Malone, il a pas, en termes de match-up, on en avait pas parlé sur la preview, mais la match-up Mike Malone, Darvin Ham, bah voilà, tu vois, en fait, Mike Ah mais Malone, non, mais il y a même. il sourit, tu vois. Bah, c'est ça. Enfin, déjà, je pense que déjà, sur beaucoup de match-up, Oui, bien sûr. Mike voilà, Malone est dessus sur beaucoup de de coach. entraîneurs NBA. Voilà. Après, mais Darvin Ham, c'est très compliqué. Et ça l'a été toute l'année. Tu vois, pour moi, c'est le coach accompagnateur, tu vois. Je pense qu'il doit avoir son permis pour conduire le bus et il fait que conduire le bus, quoi, tu vois. Il vérifie qu'il y a tout le monde dans le bus avant d'y aller, là, qu'il a bien le compte. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est ça, en fait, pour moi, le vrai souci du côté des Lakers. Après, il y a des manques dans l'effectif. Il y a des vraies carences. Ouais. Parce que aussi, dans la construction de l'effectif, ils ont fait un all-in en 2020 avec Anthony Davis et LeBron James. Ils vont jusqu'au bout avec ces deux joueurs. Mm-hmm. Mais c'est un peu les deux arbres qui cachent la forêt, quoi. Ah bah oui, clairement. Et c'est vrai que les problèmes d'effectifs que tu as eu tout au long de la saison régulière, c'est pas arrivé au premier tour des playoffs que tu vas pouvoir les régler. Donc, Oui. tu dois faire aussi avec l'équipe que tu as, mais tu dois faire. En tout cas, il y a quand même des choses intéressantes du côté de LA dans ce premier match. On va pas, Ah oui. le match n'est pas à jeter à la poubelle, mais moi, tu m'enlèveras pas de la bouche et on pourra aussi gentiment déborder vers Denver, te dire. Bon, les champions en titre, là, ils déroulent et tu te demandes. Oui. Ils sont plus forts. Ils sont plus complets. Ils savent exactement quand appuyer, où appuyer. C'est ça. Et puis, le joueur typique, c'est Jamal Murray. Ouais. Jamal Murray, hop, bing. Allez, 10 passes, bing. Ah et ben voilà, allez hop, on repart. On sait que de toute façon, les Nuggets, tu as un step de base autour de Jamal Murray. On l'a vu l'année dernière lors des finales NBA où il a été incroyable, même sur les playoffs en général, mais les finales en particulier. Oui, parce qu'on parle toujours de Jokic, mais moi, celui qui enfin, Jokic, tu sais ce que tu as tout le temps. Oui. Murray, à partir du moment où il rentre dedans et quand il se met en mode on va au taf, parce qu'en saison régulière, il fait le taf, mais il n'en fait pas plus. Mais là, arrivé en playoff, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Quand on regarde un petit peu les chiffres autour de cette équipe de Denver, tu l'as dit, voilà, Jokic, il a fait son match. Bon, il est même pas au triple-double. Bou Nicolas, tu vois. Mais 32 points, 12 rebonds, 7 passes. Murray, les 22-10, t'en as parlé. Michael Porter, il lui a fallu du temps pour se mettre dedans, mais il termine à 19 points, 8 rebonds. On sait que pour Michael Porter, c'est compliqué en ce moment. Il y a des situations là autour de sa famille. Oui. Avec, il y a un de ses frères, je crois, qui a été banni, là, tu sais. Parce qu'il a parié sur lui, ouais. Et il y a un autre frère qui est dans une situation judiciaire un peu compliquée, beaucoup compliquée même. Donc,
il y a de l'extra sportif pour Michael Porter, mais en tout cas sur le terrain, il a joué quasi 38 minutes. Il a apporté Caldwell Pope, Aaron Gordon, tu vois, eux, ils sont à 12 points, mais tu peux te dire, bon, ils ont fait leur chiffre, mais tu peux espérer mieux de ces mecs-là. Et mais ils n'ont pas besoin. non, oui, ils ont pas besoin, mais même sur un soir où un Murray va peut-être être moins adroit, ou alors un Jokic va être mieux défendu par AD, par exemple, tu te dis, bon, bah, tu sais que tu vas quand même avoir des points de Gordon. On en avait parlé ensemble. Tu sais, Gordon, il se régale des passes de Jokic. Oui. Typiquement, un match 2, un match 3, bah, tu peux avoir Jokic qui va te claquer 15 passes ou 17 passes et tu en auras eu la moitié pour Gordon. Tu vois. Bah oui, parce que ça va dépendre de. Parce qu'il donne. Jokic prend ce que le jeu lui donne. Ouais. Et s'il y a des ouvertures vers lui, c'est-à-dire que s'il y a des prises à deux, des choses comme ça, et qu'une prise à deux du poste 4, notamment Rui Hachimura, qui vient aider, bah Gordon, il a juste. Tu jettes la balle en l'air, et puis t'as Skippy le kangourou qui arrive, et il prend tout, quoi. Enfin, mais c'est clair. C'est ça en plus. Ouais. Donc ouais, cette équipe de Denver qui... Moi, c'est peut-être l'équipe qui a été la plus... avec Boston, même si l'adversaire est différent, mais plus handicapé, l'adversaire de Boston, que ne sont les Lakers, tu vois. C'est vraiment l'équipe qui... C'est pas le même handicap. Voilà. Parce que les Lakers, ils ont quand même un sacré handicap avec Darvin Ham, quand même. Hein. C'est vrai. Ouais. Je suis un peu méchant, mais... pour moi, quand même, c'est compliqué, quoi. Ah, tu pars avec un boulet au pied, tu vois. Donc, ouais. Oui. Mais ouais, cette équipe de Denver, voilà, qui mène logiquement face à cette équipe de LA 1-0 là. Le prochain match, c'est, vous aurez le résultat, vous qui nous écoutez, parce que c'est la nuit qui vient de se dérouler, la nuit de lundi à mardi. Deuxième match du côté du Colorado pour savoir si Denver a fait le break ou si les Lakers sont pourquoi pas égalisés. Et oui, moi c'est. Mais LeBron n'était pas inquiet, en tout cas, en sortie de match 1. Après, c'est LeBron, on le sait, depuis 20 ans, il est comme ça en playoff. Et il disait, voilà, de toute façon... Il est capable d'aller gagner un match lui tout seul. Ouais, c'est de plus en plus compliqué quand même, mais pourquoi pas, Là, c'est-à-dire que quand s'il y avait 3 joueurs en face, 3 très forts joueurs, mais le problème, c'est qu'il y en a à minima 5 joueurs très forts. C'est ça. C'est-à-dire que, tu vois... Tu neutralises un joueur du côté de Denver, tu en as 4 autres qui peuvent à tout moment sortir de leur boîte. Et je parle même pas des joueurs du banc. Oui, parce qu'on n'a même pas abordé les joueurs du banc, c'est vrai. Mais pas la peine, parce que c'est vrai que sur ce premier match-là, tu as eu ce cruise control, là, cette impression en tout cas, du côté des Nuggets. Bah voilà, on a fait un joli tour au moins de 4 séries. Oui. Les autres séries seront abordées évidemment dans de futurs épisodes. On n'est qu'au début de ces playoffs. Exactement. Il y a au moins 4 matchs pour chaque équipe. Donc, on aura largement le temps d'en parler. Et vous aurez le temps d'en parler, Yannick, avec Axel pour le prochain épisode. Exactement, vendredi, on va préparer on va vous préparer quelque chose. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais certainement de playoff. Ça sera intéressant pour nos auditeurs, auditrices, je pense. Oui, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir été présent avec moi et avec nous, surtout pour avec ce plaisir. début de semaine. Yannick, c'était un plaisir. On n'a pas arrêté d'être ensemble entre les previews, cet épisode-là. Mais c'est toujours avec un plaisir de te retrouver et de pouvoir discuter basket ensemble. Mais tu vois, c'est les playoffs, donc tu vois, c'est les meneurs de jeu qui on met un système à 2 meneurs de jeu, du coup, tu vois, pour mieux porter la balle et mieux maîtriser. C'est ça. Et nous, on termine pas à 3 passes décisives de moyenne. Ah non, un peu plus. Non, on a un petit peu plus. Bon, allez, merci Yannick, merci à vous de nous avoir écoutés, évidemment. Prochain podcast, donc dès vendredi, vous aurez à nouveau Yannick avec vous et Axel, son go-to guy, comme aime l'appeler Yannick, pour un prochain épisode de N1. Exactement. Et donc, n'oubliez pas le site, l'application TFA, des articles, des lives le Discord, des lives sur Twitch, toute l'actu abordée tous les jours, tous les soirs. On est là et on vous donne un maximum d'infos pour ces playoffs 2024 qui ne font que débuter. Très bonne journée à vous. À plus tard. Allez, ciao à tous. Bye.